L'histoire regorge de mystères, mais les événements de la fin du 19e siècle aux États-Unis se distinguent par le nombre de coïncidences mystiques et de faits inexpliqués. Nous parlons de l'exposition universelle de 1893 à Chicago, qui, à première vue, semble n'être qu'une immense démonstration des réalisations économiques nationales. Cependant, si l'on écarte la perception superficielle pour creuser les détails, cet événement commence à soulever une multitude de questions globales auxquelles l'histoire officielle ne donne que des réponses très vagues. Le prétexte de cette fête grandiose était une date ronde. En 1892, cela faisait exactement 400 ans que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Le gouvernement américain décida de célébrer cet anniversaire avec une ampleur véritablement impériale, souhaitant montrer au monde entier la puissance et la grandeur de l'État. De nombreuses villes se disputèrent l'honneur d'accueillir cet événement, mais au terme d'une rude concurrence, c'est Chicago qui l'emporta. Et c'est précisément à partir de ce moment que les premières bizarreries apparaissent. En 1890, le site choisi pour l'événement n'était pas un sol ferme, propice à une construction durable, mais une zone marécageuse située à 7 miles au sud du centre d'affaires de la ville. Il semblerait que construire la ville du futur sur des marécages soit, pour le dire poliment, une décision illogique. Néanmoins, sur ces fondations instables, quelque chose d'incroyable s'est produit. Entre 1890 et le 1er mai 1893, ce marais désolé s'est transformé en un miracle architectural. 200 nouveaux bâtiments furent érigés, un système complexe de canaux et de lagunes fut creusé. Des lacs artificiels furent créés et la surface totale aménagée de l'exposition atteignit 240 hectares. Ce n'était pas simplement un ensemble de pavillons temporaires, mais une ville entière, resplendissante de blancheur. Les visiteurs ne virent pas les baraquements en bois typiques des colonies américaines de l'époque, mais des bâtiments majestueux de style antique, ornés de colonnades, de portiques et de flèches. L'architecture du complexe dépassait l'imagination. Des moulures complexes, des statues, des fontaines et des palais, rappelant davantage la Rome à son apogée, Florence ou les quais de Venise, qu'un centre industriel des États-Unis à la fin du 19e siècle. Cet endroit ressemblait à une utopie prenant vie ou au décor d'un film sur une civilisation oubliée et hautement développée. On pouvait y voir des pavillons avec des armures vides et d'étranges sculptures rappelant des dragons, ce qui ne faisait que renforcer le sentiment d'irréalité. Cette échelle grandiose attira une attention colossale. En 6 mois d'ouverture, la foire fut visitée par 27 millions de personnes, rapportant aux organisateurs des profits énormes. Cependant, derrière la façade de cette splendeur se cache une mathématique implacable qui remet en question la possibilité même d'une telle construction. Chicago n'a obtenu le droit d'organiser l'exposition qu'en 1890. Cela signifie qu'absolument tous les travaux, du drainage technique complexe des marais à la création des plans et aux calculs, jusqu'à la finition finale des palais antiques, devaient tenir en moins de 3 ans. Même avec les technologies modernes, construire clé en main un ensemble architectural d'une telle classe et d'une telle ampleur en si peu de temps semble relever de la science-fiction. Est-il possible que l'histoire de cette cité blanche soit en réalité bien plus complexe et ancienne qu'on ne le croit? Si l'on examine attentivement la chronologie des événements, la version officielle de l'émergence de cette splendeur architecturale commence à se fissurer sous la pression d'une simple arithmétique. Le délai imparti pour la réalisation du projet semble non seulement ambitieux, mais physiquement irréalisable pour la fin du 19e siècle. Chicago a obtenu l'exposition en 1890 et l'ouverture solennelle a eu lieu au printemps 1893. Cela signifie que pour toutes les étapes des travaux, les organisateurs disposaient de moins de 3 années civiles. Dans ce délai extrêmement court, 200 nouveaux bâtiments majeurs ont été érigés sur un terrain mort et boueux, sans compter l'infrastructure auxiliaire. L'ampleur des travaux réalisés est stupéfiante, même du point de vue de l'industrie moderne. Il ne s'agit pas d'une simple construction sur un sol dur, mais d'une opération d'ingénierie complexe visant à transformer un marais. Les bâtisseurs ont dû déplacer des volumes colossaux de terre,
assécher le territoire, creuser des canaux profonds et créer des lagunes artificielles qui sont devenues les artères de la nouvelle ville. La superficie totale soumise à un tel remodelage radical était de 240 hectares. Imaginez le cauchemar logistique. Des milliers de tonnes de matériaux devaient être livrés sur un site non équipé, répartis et transformés en palais exquis, alors que des travaux de terrassement d'une telle envergure étaient menés en parallèle. De plus, quiconque connaît le bâtiment confirmera que l'érection d'un édifice commence bien avant que la première pelle ne touche le sol. Une phase de conception est indispensable. La création des plans pour un seul bâtiment dans un style antique complexe, en respectant toutes les proportions et en calculant les charges pour les coupoles et les arches, nécessite des mois de travail minutieux d'architectes et d'ingénieurs qualifiés. Ici, nous voyons une ville entière saturée de chefs-d'œuvre architecturaux, dont chacun est unique. Il semble incroyable que tous les dessins, devis et calculs d'ingénierie pour 200 objets uniques aient été préparés, approuvés et réalisés en métal, en pierre et en bois dans un délai aussi compressé. Même aujourd'hui, disposant d'une puissance informatique pour la modélisation, de machines de construction lourdes et de structures modulaires prêtes à l'emploi, un tel projet prendrait des années rien que pour l'étape des approbations et de la planification. Au XIXe siècle, alors que le transport principal restait le cheval et que les outils étaient majoritairement manuels, une telle vitesse frise le miracle. Nous voyons sur les photos de ces années-là des quais terminés, des façades parfaites et des ouvrages hydrauliques complexes apparus comme par un coup de baguette magique. Cependant, si la vitesse d'érection des murs et de creusement des canaux peut encore être attribuée à un effort surhumain et à des méthodes d'organisation du travail inconnues, le contenu de ces bâtiments suscite encore plus de perplexité. Les technologies dont l'exposition était saturée semblaient en avance de plusieurs décennies sur leur temps, et leur présence à cet endroit éveille des soupçons encore plus profonds quant à la véritable origine de ce lieu mystérieux. Cependant, si la vitesse de construction des murs peut encore tenter de s'expliquer par un travail héroïque, le remplissage technologique de l'exposition provoque une véritable stupeur. La Cité Blanche n'était pas seulement une belle image, elle était bourrée d'innovations qui ressemblaient à des visiteurs du futur. Les visiteurs pouvaient emprunter un chemin de fer électrique aérien d'une longueur d'environ 6 miles. La construction de cette seule ligne coûta 1 million de dollars de l'époque. Les trains se déplaçaient avec fluidité et rapidité, ce qui, pour des gens habitués à la vapeur et au charbon, semblait relever de la magie. Une autre merveille était le télescope géant Yerkes, installé dans le bâtiment des manufactures. Cette structure pesant 70 tonnes et longue de 20 mètres était équilibrée avec une précision d'orfèvre telle que le tube géant pouvait être déplacé par une simple pression de l'index. C'était le plus grand télescope de son temps, et l'on prétend qu'il fut fabriqué spécialement comme un simple échantillon d'exposition. Mais le véritable roi de la pensée technique fut la première grande roue du monde, conçue par George Ferris. Son échelle stupéfie encore aujourd'hui, une hauteur de 80 mètres, ce qui est comparable à un immeuble de 25 étages. La roue tournait sur un axe colossal, pesant 70 tonnes, la plus grande pièce d'acier unique forgée à cette époque. 36 cabines étaient fixées sur la jante, chacune pouvant accueillir 60 personnes. Imaginez cette charge et la complexité du mécanisme. Et l'on nous dit que cette machine cyclopéenne a été conçue, que les calculs de sécurité ont été faits, les pièces fondues et assemblées en seulement 2 ans. Cela ressemble à de la science-fiction technique, compte tenu du niveau de développement de la métallurgie à la fin du XIXe siècle. Le destin de ce chef-d'œuvre d'ingénierie est encore plus mystérieux et tragique que sa naissance. Après la fermeture de l'exposition, la roue ne fut pas laissée en paix. Elle fut démontée, transportée dans un autre quartier de Chicago, réassemblée, puis quelques années plus tard démontée à nouveau et envoyée à Saint-Louis pour l'exposition universelle suivante. Une telle mobilité pour une structure pesant des milliers de tonnes semble étrangement facile. Mais la fin de l'histoire est tout simplement choquante. Après l'exposition de Saint-Louis, la roue ne fut ni démontée ni conservée. Elle fut détruite par une explosion contrôlée à la dynamite. Pourquoi faire sauter un mécanisme complexe et coûteux qui aurait pu générer des profits pendant des décennies ?
Cela ressemble moins à un recyclage qu'à une destruction de preuves, comme si quelqu'un voulait effacer de la surface de la Terre la preuve de l'existence de technologies qui ne cadraient pas avec l'image officielle du monde. Détruire des chefs-d'œuvre semble barbare, mais peut-être l'objectif était-il différent. Et si ces bâtiments et mécanismes n'avaient pas été construits à partir de zéro, mais simplement déterrés et restaurés. En regardant l'ensemble architectural de l'exposition, un sentiment tenace de dissonance cognitive apparaît, impossible à étouffer par les explications officielles. Le spectateur se trouve non pas devant un simple ensemble de pavillons d'exposition, mais devant une ville cohérente et harmonieuse avec une histoire millénaire, apparue par miracle au milieu des marécages américains. Le style des bâtiments est une antiquité impeccable. Colonnades majestueuses, arcs de triomphe, structures de dômes complexes et abondance de groupes sculpturaux. Cela rappelle la Rome impériale, une Venise fantastique ou Athènes, mais en aucun cas le Chicago de la fin du XIXe siècle. Il est difficile de croire qu'une telle minutie dans les détails, nécessitant des décennies de travail de tailleurs de pierre et de sculpteurs, n'était qu'une imitation faite de chanvre et de plâtre, créée à la hâte. C'est ici que naît une version alternative des événements, qui trouve chaque année de plus en plus de partisans. L'hypothèse veut que les soi-disant bâtisseurs de l'exposition aient été en réalité des restaurateurs. Si l'on étudie attentivement les images d'archives du processus de préparation, on peut remarquer d'étranges incohérences. Dans certaines zones, on érige effectivement des ossatures légères en bois pour des hangars temporaires, mais à l'arrière-plan s'élèvent souvent des structures massives et permanentes qui semblent être là depuis des siècles. Elles sont entourées d'échafaudages, mais on a l'impression que les ouvriers ne posent pas de briques, mais s'occupent de la rénovation des façades. Ils les nettoient de la saleté séculaire, restaurent les éléments de stuc perdus et appliquent une nouvelle couche de chaux. Cette théorie de la ville antédiluvienne explique cette vitesse incroyable avec laquelle le complexe a surgi. Restaurer et repeindre les ruines d'une ville ancienne, peut-être abandonnée, est beaucoup plus rapide que de la concevoir et de la construire à partir de zéro sur un sol mouvant. Les éléments décoratifs eux-mêmes soulèvent des questions. Des armures de chevaliers vides dans les niches, des statues représentant des héros inconnus, des figures rappelant des griffons et des dragons, tout cela semble être l'héritage d'une civilisation complètement différente et oubliée, simplement utilisée comme décor tout près. L'histoire officielle affirme qu'il s'agissait de fantaisies temporaires d'architectes. Mais la séquence visuelle hurle que nous avons devant nous des vestiges monumentaux du passé, que l'on a décidé de montrer au public une dernière fois avant leur destruction définitive. Si l'architecture remet en question l'histoire technique du développement de l'Amérique, le contenu de l'exposition elle-même a porté un coup dévastateur au paradigme historique officiel. L'événement, conçu comme une célébration grandiose du 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, contenait un objet qui, de fait, rayait les mérites du navigateur génois et reconnaissait la primauté de toute autre personne, ce qui, pour le 19e siècle, était un véritable non-sens. Au milieu des célébrations pompeuses du 400e anniversaire de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, un étrange bug historique, presque surréaliste, s'est produit à l'exposition que beaucoup ont préféré ne pas remarquer. Les organisateurs, qui avaient investi des millions dans la glorification du navigateur génois, ont eux-mêmes porté un coup fatal à sa réputation de découvreur. L'attention du public s'est portée non seulement sur la caravelle Santa Maria, mais aussi sur un véritable navire viking, un drakkar, qui est devenu la réfutation vivante du motif officiel de la fête. C'était une copie exacte du navire sur lequel, selon les légendes, Leif Erikson avait atteint les côtes de l'Amérique du Nord 500 ans avant Colomb. Le plus frappant dans cette histoire est que le drakkar n'était pas un faux objet, assemblé sur place pour divertir la foule. C'était un navire à part entière, capable de naviguer, construit en Norvège au printemps 1893. Le navire, piloté par un équipage de téméraires, a traversé l'océan Atlantique, bravant les tempêtes et le mauvais temps, et d'abord arrivé à New York, puis, empruntant les voies navigables intérieures, a jeté l'ancre à Chicago. Le fait même de ce voyage prouvait que les anciens Scandinaves pouvaient techniquement effectuer des traversées transatlantiques. Pourtant, un profond paradoxe réside ici. Pourquoi, lors d'un événement consacré exclusivement à Colomb,
honorer avec autant de faste ceux qui lui ravissent la palme de la primauté. Américains et Norvégiens ont de facto admis publiquement que l'histoire de la découverte de l'Amérique en 1492 est secondaire. De plus, cet épisode soulève des questions sur la chronologie des connaissances historiques. Dans la science officielle, il est admis que la confirmation de la présence des Vikings en Amérique n'est devenue un fait reconnu que dans la seconde moitié du XXe siècle, après les fouilles archéologiques de l'Anse aux Médoses dans les années 1960. Auparavant, les sagas du Vinland étaient considérées par de nombreux scientifiques comme de simples belles légendes. Mais en 1893, à la fin du XIXe siècle, lors du plus grand forum mondial, cette version était présentée non comme une hypothèse, mais comme une donnée historique méritant respect et reconnaissance. D'où les organisateurs tenaient-ils une telle certitude quant à la véracité des sagas scandinaves? Sur quelles sources basaient-ils leurs connaissances, si les preuves matérielles n'ont été trouvées que près d'un siècle plus tard? Il semble que l'histoire à ce moment-là était beaucoup plus flexible et multivariante que ce qui est écrit dans les manuels modernes. Sous les yeux de millions de visiteurs, une substitution de concepts s'opérait. On célébrait une chose, mais on démontrait les preuves de quelque chose de totalement différent. Mais ce faux historique pâlit devant l'illusion principale de l'exposition. Si l'histoire de la découverte du continent s'est avérée fragile, la matière même dont était constituée cette cité blanche, resplendissante, l'était encore plus. Ce qui ressemblait à de la pierre éternelle s'est révélé, après vérification, être une illusion d'optique grandiose. La grandeur de la cité blanche, brillante au soleil comme du marbre antique, s'est avérée être l'illusion la plus massive et la plus habile de son temps. Lorsque les visiteurs touchaient les colonnes ou admiraient les arches monumentales, selon les rapports officiels, ils ne touchaient pas de la pierre, mais un mélange astucieux connu sous le nom de staff. Cette technologie était par essence du papier-mâché architectural à l'échelle industrielle. Les ossatures des bâtiments étaient érigées en bois et en métal, puis recouvertes de panneaux faits d'un mélange de gypse, de ciment, de chanvre et de fibres de jute. Ce matériau était bon marché, facile à travailler et permettait de créer des moulures complexes en un temps record, mais sa durabilité était calculée pour exactement une saison. Tout ce développement grandiose était initialement prévu comme un décor temporaire, condamné à la destruction. Dès que les derniers visiteurs quittèrent le site de l'exposition en octobre 1893, le conte de fées prit fin instantanément. L'immense complexe, hier encore plein de vie, de musique et de lumière, plongea dans un silence morne. Les bâtiments, privés d'entretien, restèrent vides, se transformant en une gigantesque ville fantôme à la périphérie de Chicago. Au lieu de préserver ces chefs-d'œuvre ou de les réaménager pour les besoins urbains, on les abandonna à leur sort, comme si on attendait une fin inévitable. Et cette fin arriva de manière effrayante et efficace. À l'été 1894, moins d'un an après la fermeture, des nuages de fumée noire s'élevèrent au-dessus du parc des expositions. Une série d'incendies, dont le point culminant fut une tempête de feu grandiose en juillet, raya littéralement la cité blanche de la surface de la Terre. Le feu se propageait à une vitesse anormale, sautant de pavillon en pavillon, et en quelques heures seulement, les palais majestueux se transformèrent en tas de décombres fumants et de cendres. Ce qui aurait été construit en 2 ans et demi disparut en une soirée. De nombreux chercheurs ne voient pas là un accident tragique, mais une action planifiée de nettoyage du territoire. Le feu est le meilleur moyen de dissimuler des preuves, qu'il s'agisse de secrets technologiques, de traces de l'âge réel des bâtiments ou d'autres faits gênants qui n'auraient pas dû être connus du public. L'enquête officielle trouva rapidement des coupables, attribuant la catastrophe à la manipulation imprudente du feu par des squatteurs. On affirma que des vagabonds s'étaient installés dans les pavillons vides, allumant des feux directement à l'intérieur des locaux pour se réchauffer et cuisiner. Cette version satisfit tout le monde, mais elle soulève une question encore plus gênante concernant l'ordre social de l'Amérique de cette période. D'où venaient, dans un pays qui venait de démontrer au monde entier sa richesse inouïe et sa supériorité technologique, des armées entières de sans-abri et de miséreux contraints de vivre dans les ruines des halls d'exposition. Derrière la façade brillante de l'exposition se cachait une sombre réalité que les organisateurs de la fête tentaient de dissimuler, mais qui a fini par brûler leur création.
Pour comprendre les véritables raisons de la destruction du complexe d'exposition et l'atmosphère sociale de l'époque, il faut se pencher sur la figure de George Pullman, un homme dont le nom est devenu le symbole à la fois du progrès industriel et de la tyrannie corporative impitoyable. Pullman n'était pas simplement un magnat industriel qui avait créé les célèbres wagons-lits, devenus la référence du luxe pour les voyageurs. Il décida de mettre en œuvre une expérience sociale ambitieuse en construisant, au sud de Chicago, sa propre ville pour les employés de sa corporation. Sur le papier, ce projet ressemblait à une utopie, l'incarnation du rêve américain. Alors que la plupart des ouvriers d'usines du pays s'entassaient dans des baraquements sales et sans confort, les habitants de la ville de Pullman vivaient dans des maisons en briques soignées, équipées de gaz et de plomberie. La ville avait ses parcs, son théâtre, sa bibliothèque, son marché et même son église. Cependant, derrière cette façade de bien-être se cachait un système totalitaire rigide que les contemporains ont surnommé à juste titre « servage civilisé ». George Pullman possédait absolument tout dans cette ville, du sol et des bâtiments jusqu'aux égouts et à l'air. Les ouvriers vivaient dans des conditions apparemment idéales, mais ils étaient totalement dépendants de la volonté du propriétaire. Le loyer était gonflé et automatiquement déduit du salaire, tout comme les factures pour les services publics et l'utilisation de la bibliothèque. Il existait des règles de conduite très strictes. Interdiction de l'alcool, code vestimentaire et normes de propreté obligatoires. Même l'église construite par le magnat restait vide, car aucune communauté religieuse ne pouvait assumer le loyer exorbitant exigé par Pullman, qui estimait qu'il fallait tirer profit de tout. La situation s'est échauffée jusqu'à la limite lorsque la corporation a été confrontée à une chute des commandes. Pullman a licencié une partie des employés et a réduit les salaires des autres d'un quart, tout en refusant catégoriquement de baisser les loyers dans sa ville. Les gens se sont retrouvés piégés. Ils travaillaient toute la journée, mais après toutes les déductions, il ne leur restait que des centimes avec lesquels il était impossible de nourrir leur famille. Cela a conduit à une grève grandiose qui s'est transformée en paralysie nationale des transports et en affrontement avec l'armée. La haine envers le bienfaiteur était si forte que les ouvriers ont commencé à brûler les biens de l'entreprise, y compris les trains. La fin de la vie de George Pullman est devenue un reflet frappant de la peur dans laquelle vivait l'élite de cette époque. Lorsque le magnat est décédé en 1897, sa famille craignait sérieusement que des ouvriers enragés ne profanent sa tombe. Les funérailles ressemblaient à une opération militaire spéciale pour la construction d'un bunker. On creusa une fosse de la taille d'une pièce, dont le fond et les murs furent renforcés de béton armé. Le cercueil fut recouvert de papier goudronné, descendu à l'intérieur, recouvert de rails boulonnés en une seule grille et noyé sous une couche de béton de plusieurs tonnes. Ce n'était pas un simple caveau, mais une forteresse imprenable pour un seul homme. Cependant, ces explosions sociales et ces incendies se déroulaient sur fond d'un événement qui rend l'existence même de la luxueuse exposition colombienne totalement absurde. Alors que les ouvriers de Pullman comptaient les centimes et que les wagons brûlaient à Chicago, le pays plongeait dans l'une des crises économiques les plus terribles de son histoire. Et c'est ici que surgit le paradoxe principal. D'où venaient les ressources pour une fête pompeuse en temps de peste financière? Alors que les orchestres résonnaient à Chicago et que les fontaines jaillissaient, le reste des États-Unis plongeait dans l'une des époques les plus sombres et désespérées de son histoire. L'année 1893, qui devait être une année de triomphe, est en réalité entrée dans les annales comme le moment d'un krach financier catastrophique connu sous le nom de panique de 1893. La tempête économique qui éclata au printemps balaya tout sur son passage. Le marché boursier s'effondra, les investisseurs étrangers retirèrent leurs actifs à la hâte, épuisant les réserves d'or du pays, et le système bancaire commença à s'écrouler comme un château de cartes. En quelques mois, 500 banques et environ 15 000 entreprises commerciales cessèrent d'exister. Les rues des villes américaines se sont remplies de désespoir. Le taux de chômage a grimpé en flèche. Dans certaines régions, comme à New York, il atteignait le chiffre effrayant de 35%.
Des gens qui, hier encore, se considéraient comme faisant partie de la classe moyenne, perdaient leur maison, faute de pouvoir payer leurs prêts hypothécaires. Des soupes populaires furent ouvertes pour les affamés, et les files d'attente pour un bol de soupe s'étiraient sur des pâtés de maison. La volonté de travailler, juste pour de la nourriture, devint la nouvelle norme de vie pour des milliers d'Américains. Le pays était de fait en faillite, paralysé par la peur de l'avenir et un manque total de liquidités. Et c'est précisément à ce moment, au milieu de la misère générale et de la ruine, qu'ouvre à Chicago une exposition frappante par son luxe et son coût. Mais la statistique officielle de fréquentation semble encore plus invraisemblable. Selon les rapports, au cours des 6 mois d'ouverture, la foire a été visitée par 27 millions de personnes. Si l'on compare ce chiffre aux données démographiques de l'époque, un tableau absurde émerge. La population des États-Unis était d'environ 63 millions de personnes. Il en ressort que près de la moitié de tous les habitants du pays, bébés et vieillards compris, ont visité Chicago. Comment cela est-il physiquement et économiquement possible dans des conditions de crise profonde ? Le billet pour l'exposition coûtait 50 cents, une somme non négligeable pour un chômeur, mais il faut y ajouter les coûts des billets de train, des hôtels et de la nourriture dans une métropole chère. Où la population, qui avait perdu ses économies dans les banques en faillite, a-t-elle trouvé les moyens pour ce festin en temps de peste ? Et où le pays lui-même, dont l'économie était en ruine, a-t-il trouvé les ressources colossales pour ériger et entretenir un complexe aussi gigantesque ? Ces calculs ne tiennent pas, à moins de supposer que les statistiques officielles mentent ou que le véritable objectif et le public de l'exposition étaient tout autres. Parmi les cendres et les squelettes calcinés des bâtiments temporaires, des faits ont été découverts qui détruisent complètement la légende officielle de la construction en bois et en plâtre. Si toute la ville avait été créée à partir de ce matériau léger et inflammable qu'est le staff, pourquoi certains bâtiments ont-ils refusé de brûler avec les autres ? Un exemple d'une telle anomalie fut le pavillon allemand. Contrairement à ses voisins, il a tranquillement survécu à l'incendie dévastateur de 1894 et est resté à sa place pendant encore 3 décennies, jusqu'à ce qu'il brûle dans d'autres circonstances en 1925. Il s'avère donc que tout n'était pas fait de carton. Mais la preuve la plus éclatante de l'existence de constructions durables est le Palais des Beaux-Arts. C'est un bâtiment que nous pouvons voir encore aujourd'hui. Il abrite le célèbre Musée des sciences et de l'industrie de Chicago. L'histoire officielle dit qu'il a également été construit comme temporaire, mais en utilisant une base en briques pour protéger les tableaux du feu. Cependant, en regardant ses murs massifs, ses colonnes antiques et son architecture complexe, on a la nette impression d'avoir devant soi un représentant typique de l'architecture antédiluvienne, que l'on a simplement décidé de ne pas détruire, mais de réaffecter. S'il y avait au moins 2 bâtiments permanents à l'exposition, qui peut garantir qu'il n'y en avait pas 20 ou 200 ? Peut-être l'incendie était-il nécessaire précisément pour cacher la différence entre des décors façonnés à la hâte et de véritables palais anciens que l'Amérique avait hérités et non construits. Un autre détail étrange qui surgit lors de l'étude des archives sont les affiches publicitaires de l'exposition. Sur l'une d'elles, dans le coin supérieur droit, sont représentés des soldats portant un uniforme rappelant étrangement celui des hussards, ou l'uniforme des gendarmes internationaux du XIXe siècle. Que font ces militaires étrangers sur une affiche consacrée à une fête américaine ? Couplé aux informations sur la répression brutale des émeutes et les répressions massives contre les ouvriers, un tableau sinistre se dessine. Comme si le territoire des États-Unis était contrôlé par une force extérieure ou supranationale, pour laquelle l'exposition n'était qu'un paravent. Le sentiment qu'à ce moment-là, on réécrivait la mémoire des Américains, et en fait du monde entier, en effaçant le passé réel et en le remplaçant par une jolie image avec Colomb, devient presque palpable. L'ensemble de ces faits étranges, de la logistique de construction impossible et des anomalies technologiques aux paradoxes économiques et aux incendies mystérieux, oblige à s'éloigner de l'histoire locale d'une seule exposition pour regarder la carte des États-Unis du XIXe siècle sous un angle totalement différent.
On a l'impression que tout le territoire de l'Amérique du Nord à cette époque représentait un gigantesque terrain d'essai pour une expérience grandiose de reformatage de l'espace et de changement des structures civilisationnelles. L'exposition de Chicago n'est qu'un épisode, certes le plus éclatant, d'une série d'événements difficiles à expliquer du point de vue de la science historique classique. Si l'on analyse les processus d'urbanisme de cette époque, on peut remarquer une tendance effrayante. D'immenses villes de pierre, comme San Francisco ou Chicago, surgissaient littéralement de nulle part ou renaissaient des cendres d'incendies totaux en quelques années. On nous parle de cabanes en bois et de premiers colons, mais les photographies et les gravures fixent des bâtiments antiques monumentaux, de larges avenues et des réseaux d'ingénierie complexes. Dans tout le pays, on observe le phénomène des soi-disant étages enfouis, où les premiers niveaux des bâtiments avec des fenêtres et des portes à part entière se retrouvent profondément sous terre, ce qui est officiellement attribué aux couches culturelles ou au nivellement du terrain. Cependant, l'ampleur des travaux de terrassement nécessaires pour ensevelir des quartiers entiers, ou inversement, araser des collines, comme cela a été fait à Seattle ou Kansas City, nécessite des ressources incomparables avec les capacités d'hommes armés seulement de pioches et de pelles. Dans ce contexte, l'exposition colombienne acquiert une signification sinistre. Peut-être n'était-ce pas une démonstration des réalisations économiques de la jeune nation américaine, mais un acte de démonstration de la puissance d'une nouvelle civilisation sur l'héritage d'une époque précédente et révolue. Les palais antiques, présentés comme des décors temporaires en plâtre, pourraient être des vestiges réels d'une ancienne infrastructure que l'on a décidé de montrer aux nouveaux colons avant de les effacer définitivement de la surface de la Terre. L'appropriation des réalisations d'autrui, la réécriture de la destination des bâtiments et leur destruction ultérieure sous prétexte d'incendie ou de démolition est un schéma idéal pour cacher la vérité. Le feu qui a détruit la Cité Blanche est devenu une gomme fiable qui a effacé les questions gênantes, et la cendre a recouvert de manière fiable le secret de l'origine de ces technologies. Et Chicago n'est pas le seul exemple. De grandioses expositions temporaires similaires, avec une architecture antique, ont eu lieu à Saint-Louis, San Francisco, Buffalo, et toutes, après avoir rempli leur fonction, ont été impitoyablement détruites. Nous voyons un processus systématique, l'apparition de villes majestueuses, des catastrophes étranges, puis une restructuration totale et l'introduction d'un nouveau paradigme historique. Le 19e siècle, que l'on considère habituellement comme l'ère de la vapeur et de l'électricité, s'avère à y regarder de plus près être une ère de nettoyage global et de réinitialisation. Combien d'autres expositions de ce type ont été effacées de la mémoire ? Et que se passait-il réellement sur le continent pendant que les chroniqueurs officiels écrivaient soigneusement des lignes sur les premiers colons et la ruée vers l'or ? L'histoire que nous connaissons pourrait ne s'avérer n'être qu'un mince paravent cachant les ruines d'un monde beaucoup plus développé et mystérieux.